Alors, je réitère mes remerciements pour les organisateurs pour l'invitation. Donc, j'enlève ma casquette d'imageur que j'ai utilisée hier et je place celle d'interventionnel. Donc, je vais vous parler des guides d'angioplastie dans les occlusions chroniques. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc, le plan de ce topo va être plutôt rapide et conscrit. Donc, on va parler rapidement des composantes d'un guide. Donc, on va parler du corps, de l'extrémité, des coils et puis des revêtements, que ce soit le coating et les jackets. Et puis, on va évoquer donc les situations de CTO et quel guide utiliser dans certaines situations. On va en évoquer 6. Donc, j'ai pris cette photo, donc je pense que les autochtones connaîtront, et donc pour vous dire que le guide, ça reste la pierre angulaire de l'angioplastie des CTO et sa voie de succès. Donc, les guides d'angioplastie dans les CTO intègrent en fait des propriétés un peu spécifiques qui permettent des tâches adaptées à des situations différentes. Donc, de quoi est fait un guide? Donc, vous avez le corps, donc c'est celui qui va de l'extrémité proximale jusqu'à l'extrémité distale. Vous avez l'extrémité distale, on va voir comment elle est faite. Et puis on va regarder les coils, ce qu'on appelle les stries, qui vont maintenir le diamètre de ce guide. Et puis on va voir ce qu'on appelle les revêtements, à savoir les coatings et les jackets. Donc le corps, il est fait principalement de 2 matériaux. Vous avez soit de l'acier inoxydable, soit du nitinol. Le premier offre plus de support, plus de force et plus de torque, tandis que le deuxième, il est beaucoup plus flexible et il est moins entrain au kink. Donc, chose importante à regarder dans le corps, c'est ce qu'on appelle les filaments, donc le tapering. Donc, il est soit lent, c'est-à-dire que les filaments commencent de la partie proximale jusqu'à la partie distale. Donc, cette configuration, elle donne au fait une meilleure navigation et moins de prolapsus. Par contre, il y a beaucoup moins de support distal. Donc, et la deuxième configuration, vous avez ce qu'on appelle un effilement très distal. Donc, c'est juste la partie distale du corps qui est effilée. Donc, celui-ci, il a un meilleur support distal et un meilleur torque. Et en fait, il se prolapse très facilement. Retenez cette composition parce qu'on va la voir dans la composition du guide spécifique qui est le Gladius Mongo. Donc, qu'en est-il des extrémités? Vous avez soit une extrémité qui est collée au corps, ce qu'on appelle le cortotype. Celle-ci, en fait, offre plus de précision et plus de support. Sinon, vous avez une extrémité sous forme de ruban. Elle est beaucoup plus flexible, mais elle offre en fait moins de support. Qu'en est-il de la forme de cette extrémité? Vous en avez 2 principalement. Donc, vous avez soit sous forme de balle, c'est la conventionnelle, et vous avez les formes microconiques comme la série des Gaia. Donc, chose importante au niveau des extrémités, c'est ce qu'on appelle le type load ou la charge d'extrémité. C'est ce que vous voyez dans les abacs avec le grammage 0,6, 1, 3. On parle d'un guide de 3 grammes, tout ce que vous voulez. C'est quoi au fait? C'est une force qu'on applique aux 10 mm distaux de ce guide pour qu'on le fasse dévier de façon latérale de 2 mm. Et donc vous aurez des abacs en fait, de guides différents avec des grammages différents. Vous voyez ici une liste des non exhaustifs au fait, des guides avec une charge d'extrémité croissante. Donc, autre chose à voir aussi dans les extrémités ou le guide, c'est ce qu'on appelle la force de pénétration. Alors, la force de pénétration, elle est égale au fait à la charge d'extrémité qu'on divise par la surface au fait de cette extrémité. Vous comprendrez que sur cet exemple, l'extrémité qui est à droite microconique, elle a une moindre dimension et donc sa force de pénétration, elle est beaucoup plus importante. Et donc, quand on regarde les mêmes abacs que tout à l'heure, vous regardez par exemple le Gaia qui a une extrémité conique, en fait, il a une force de pénétration beaucoup plus importante malgré une charge faible, par exemple, par rapport au Miracle et l'Ultimate Boss. Voilà, donc on passe aux stries, donc les coils. Donc les coils, en fait, leur but, c'est de maintenir, si vous regardez en distalité, c'est de maintenir, en fait, un diamètre de guide aux alentours de 0,014. Et des fois, en fait, ces coils sont ce qu'on appelle en fait effilés également, et c'est ça qui va donner en fait les guides effilés en distalité, et on aura des diamètres inférieurs à 0,014. Je passe rapidement sur les revêtements. On en a 2. Vous avez les coatings et ce qu'on appelle les jackets. Donc les coatings, vous en avez 2. En fait, ils sont appliqués directement sur le guide lors de sa conception. Vous avez les hydrophiliques. Donc l'hydrophilique, en fait, c'est un composant en fait, qui devient gel au contact de l'eau. Donc il progresse rapidement sans résistance et ne se détériore pas en cas d'utilisation prolongée. Par contre, il va facilement entraîner des dissections et il va dans des fausses lumières. D'ailleurs, on les utilisera pour les techniques du knuckle. Et dans les petites branches, et à cause de ça, au fait, il peut entraîner des perforations généralement distales. L'hydrophobique, au fait, il refoule l'eau, donc il diminue de la friction de moitié par rapport à l'absence complète de coating, et une préservation importante de la sensation tactile. Deuxième type de revêtement, ce qu'on appelle les covers. Cette fois-ci, au fait, c'est des couches qui sont séparées et qui sont appliquées sur le guide, donc au-dessus du guide.
On parle principalement des polymères. Vous pouvez avoir soit les polymères seulement sur les coils, sur la partie distale, ou alors un polymère complètement sur le guide. Donc le polymère augmente de façon très importante la lubricité et la traquabilité, et il permet une meilleure navigation dans les tortuosités. Donc si on devait résumer en fait les revêtements, donc en bas à droite, en l'absence de coating, vous avez une très très bonne sensation tactile, mais vous n'avez pas de glissement. Et tout en haut, vous avez les guides polymériques avec un coating hydrophile. Ils sont très, au fait, ça glisse facilement, mais vous perdez la sensation tactile. Voilà, à partir de là, on va essayer de diviser les guides en deux catégories. Vous avez les guides polymériques avec une charge qui est croissante, et puis les guides non polymériques que je vais appeler les guides de pénétration avec une charge également croissante. Donc comment utiliser ces guides? On va voir en fait les 6 situations. Donc on va parler de comment progresser dans un microchenal, comment ponctionner une chape fibreuse, progresser à travers une occlusion, naviguer dans une collatérale, progresser en sous-intimal, et on terminera avec la réalisation d'une externalisation. Donc premier cas de figure, c'est progresser dans un microchenal. Donc cette fois-ci, en fait, ça nécessite des guides capables de se faufiler à travers des passages très étroits et très tortueux. Quelles sont les caractéristiques de ces guides? Donc on va prendre les guides polymériques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec une extrémité effilée idéalement, et puis un type load faible, donc une charge entre 0,8 et 1,5 g. Quand on regarde au fait sur cette classification, on va prendre l'exemple des fielders de chez Asahi. Donc vous avez le fielder XT au milieu qui fait 0,8 g, le XTR beaucoup moins grammé, donc 0,6, et le XTR 1. Et puis vous avez le concurrent de chez Boston, qui est le Fighter. Donc leur principale caractéristique, c'est qu'ils ont une extrémité effilée, puis un type load faible. A contrario, quand on a une chape plutôt proximale ambiguë, très fibreuse ou très calcifiée, cette fois-ci, on va prendre les guides de pénétration et très chargés. Donc ça nécessite des guides avec une extrémité effilée, cette fois-ci aussi, mais très rigide, avec un pouvoir de pénétration très élevé. Donc et un type load très très élevé, entre 9 et 14 grammes. Donc on va prendre le côté droit et charge importante des guides de pénétration. On cite l'exemple chez Asahi, les Confianza Pro, 9 et 12 grammes, et puis chez Boston Scientific, les Hornet, 10 et 14. Alors, quand on prend maintenant, on a vu les deux cas au fait de la partie proximale de la cape. On va parler de la troisième étape qui est comment progresser dans une occlusion. Donc on va partir des deux premières étapes. Soit on est dans un microchenal, on va commencer par un microchenal et on va aller dans l'escalade. Donc on va augmenter de guide, et puis soit le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a ponctionné une chape fibreuse très très calcifiée, et puis il faut faire de la désescalade et aller vers les guides, ce qu'on appelle intermédiaires. Donc c'est des guides avec des charges intermédiaires cette fois-ci, entre 1,5 jusqu'à 9 grammes. Ils ont un pouvoir de pénétration intermédiaire, ils ont une excellente réponse au torque en raison de leur type de fabrication. Donc généralement c'est des guides avec coating et hydrophile. Donc on est sur la partie gauche, si vous voulez, des guides de pénétration. Donc on cite la gamme Gaia et Gaia Next chez Asahi et la gamme Judo chez Boston. Alors ces deux-là, en fait, ils ont une extrémité effilée et on les utilise quand on veut progresser dans une situation, on a un trajet plus ou moins visible. Si à contrario le trajet est un peu invisible, cette fois-ci on ne va pas utiliser les guides à extrémité effilée, mais guides à extrémité habituelle, et on utilisera en fait par exemple l'Ultimate Bros de chez Asahi ou alors le Gladius, la famille des Gladius. Alors, quatrième cas de figure, c'est naviguer dans une collatérale. Alors, on va décrire deux types de collatérales. Vous avez soit les septales, d'accord, les septales qui sont bien, bien définies, soit des septales qu'on ne voit pas invisibles et tortueuses, ou alors des épicardiques. Donc, pour naviguer dans une collatérale, on va prendre des guides généralement très 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 souples, donc non perforants, avec une capacité de glisse très importante. Donc, vous comprendrez qu'on va prendre généralement des guides hydrophiles et polymériques. Donc, le type load doit être très très faible, entre 0,3 et 0,8 grammes, avec des cols, je l'ai dit, avec des revêtements hydrophiles plus ou moins polymériques. Donc on citera par exemple quand on a des septales type CC1, donc des septales plutôt directes et bien visibles, on prendra la gamme de chez Asahi, on prendra le Sion et éventuellement le Sion Black qui en plus du Sion, il a une couverture polymérique, donc il glissera plus facilement. Si par contre on veut aborder des septales très tortueuses et des épicardiques, on prendra un grammage moins faible, donc on s'orientera vers le Fielder XTR et surtout le Sio 3 qui a un grammage très très faible aux alentours de 0,3. Alors, cinquième cas de figure, c'est progresser en sous-intimal. Donc je pense que Ayman en parlera de façon beaucoup plus précise que moi, mais juste par rapport aux guides, on va prendre généralement des guides vraiment adaptés à la technique du knuckle. Donc cette fois-ci, on revient au guide polymérique, mais avec une charge un peu plus importante qu'on avait pris initialement. Donc c'est la partie droite, si vous voulez, des guides polymériques. Alors, on citera principalement la gamme des Gladius. Vous avez la Gladius UX et surtout le Gladius MG, le Mongo. Et puis chez Abbott, vous avez comment on appelle ça, le Pilote 200.
Alors une petite particularité pour le Gladius Mongo, alors quand on regarde au fait sur sa conception, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un effilement au fait sur la partie très distale, donc à peu près 8 mm de sa distalité. En fait, ça lui confère une force de pénétration et un tip load qui, en fait, il monte rapidement à son tip load, c'est-à-dire 8 mm après la partie distale, contrairement à ses concurrents. Quand on regarde le Gladius EX et le Pilote 200, ils ont besoin d'à peu près 30 mm pour atteindre cette force. Et donc ça va nous donner au fait un knuckle de chez Gladius, pour le Gladius Mongo, ça va nous donner un petit knuckle qu'on pourra contrôler, contrairement chez les compétiteurs où le knuckle il est beaucoup plus important de l'ordre de 3 cm. Ça c'est juste quelques données du registre Progress Situo. On voit au fait une nette tendance, regardez au haut, c'est le Pilote 200. Donc une nette baisse de son utilisation depuis l'avènement du Gladius Mongo que vous voyez tout en bas depuis 2018. Et je termine avec la dernière situation qui est réelle, j'ai une externalisation. En fait, le but c'est simple, c'est de faire passer, c'est des guides qui vont faire passer, remonter la voie si vous voulez antérograde par la voie complètement rétrograde. Leur seule spécificité c'est qu'ils sont lents. Donc on a le RG3 chez Asahi qui atteint 330 cm et le R350 de chez Teleflex. Ils ont une extrémité généralement plus ou moins effilée de l'ordre de 0,010 à 0,13 et un tip load intermédiaire. Voilà, donc si je devais résumer en utilisant en fait la bague de chez Asahi, alors vous regardez tout en bas à gauche en bleu, vous avez les guides polymériques souples qu'on va utiliser pour le franchissement des micro-chenaux. Vous avez tout en haut à droite les guides de pénétration très rigides pour les chappes fibreuses et calcifées. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les guides intermédiaires pour progresser dans la sitio. À droite, vous avez la gamme des Gaia, s'il y a un trajet très visible, parce que les Gaia, ils ont un très bon torque et on les contrôle très bien dans leur trajet. Et puis si le trajet est un peu ambigu, on utilisera ceux qui sont à gauche, à savoir la gamme des Gladius Mongo et l'Ultimate Rose. Et je vous remercie.